bienvenue ici au Festival Image et Santé, à sa 14e édition. Festival déjà bien installé à Liège, cette année-ci un peu différente parce que tout se passe en ligne. On a quand même essayé de garder le contact et bien sûr de rendre ce festival le plus accessible possible, c'est-à-dire il y a plein de formats gratuits aussi. On aborde des sujets différents, des formats différents, ça parle d'alimentation, de nouvelles technologies dans la médecine, du bien-être. Il y a un peu de tout pour tout le monde dans ce programme. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour un débat après la projection du film Self-Portrait que vous venez de voir. Nous avons décidé d'orienter ce débat pas vers l'anorexie, on verra, peut-être qu'on l'abordera aussi, mais de parler davantage du lien entre l'art et la santé, de l'art de s'exprimer à l'art de se soigner. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici pour ce débat deux intervenantes. Il y a Madame Géraldine Sauvage, qui est doctorante à l'Université de Liège, au département de philosophie et boursière du Frêche. Et Marie-Françoise Plissard, photographe et aussi bien connue à Liège. Je veux dire, vous avez notamment rendu hommage à la ville et un de ses bâtiments dans votre film du 4e mur. Donc peut-être qu'il y a des spectateurs qui vous connaissent déjà de vos images. Comme je disais, on va aborder pendant le débat plutôt le côté artistique. Et vous, Géraldine, dans vos recherches, vous avez abordé les sujets de l'anorexie, les sujets, vous avez fait des recherches dans les cliniques aussi. Et si on regarde le film, on voit peu de scènes qui se passent à l'hôpital. Et quand il se passe à l'hôpital, on voit majoritairement, on va dire, le côté technique, donc c'est-à-dire vraiment l'alimentation de l'aine qui est hospitalisée. Et on se demandait, je me demandais quelle partie est donnée à la recherche vraiment à la recherche de l'expression de soi-même. On va dire, l'aine, elle a trouvé son moyen de donner expression à ses sentiments par la photographie elle-même. Ce n'était pas dans l'institution. Quel est le rôle de l'institution là-dedans ? Comment est-ce que c'est abordé normalement dans des hospitalisations ? Elle le dit elle-même dans le film, c'est qu'une fois qu'elle est rendue prisonnière de l'institution, à l'hôpital, elle est déshumanisée. Elle perd son humanité, dit-elle. Et je pense qu'à l'hôpital, quand elle est hospitalisée, à chaque fois on précise sous contrainte, mais justement, son identité, elle la perd. Elle n'a plus cet espace de création qu'elle avait avec la photographie, en l'occurrence. Et donc, la place de l'identité ou de la subjectivité dans l'institution, à l'hôpital, en fait, je pense que cette place-là est très faible. En effet, tout, comme vous dites, tout est ramené au biologique. On voit sa sonde, on voit la manière dont elle est alimentée artificiellement. C'est tout. Il n'y a plus de place pour rien d'autre. D'accord. Donc, normalement, dans les hospitalisations, ça n'a pas une grande importance de vraiment La question chercher, de l'art, ouais. Ça dépend des hospitalisations. De donner des moyens de s'expressionner, d'aller plus au fond de... En hôpital général, je pense que c'est... Enfin, non. Je pense que la place est très, très faible. Après, ça dépend un peu des services. Maintenant, les services ou les hôpitaux, les institutions spécialisées, là, oui, il va y avoir des services d'ergothérapie, des ateliers de création. Donc, ça, la sculpture, la peinture, l'écriture. Si, là, il y aura de la place. Il y aura de la place. Maintenant, est-ce que ça conviendra à l'aine comme elle le conçoit, elle, son travail de photographe? Oui. La question est ouverte. Oui. Et tout à fait, dans la photographie qu'elle a trouvée, elle dit que c'est surtout, le grand art vient de la douleur. Et donc elle part pour sa photographie elle part de la douleur. Est-ce que vous, Madame Plissard, comment est-ce que vous êtes arrivée à la photographie? Est-ce qu'il faut de la douleur pour arriver à l'art? Ça, c'est une bien vieille question. Je veux dire, peut-être qu'elle est un peu... Donc, comment dire, elle trouve la solution de la maladie. Bon, ça, c'est une première solution à sa douleur. Et bon, l'art, je pense que souvent, c'est une solution à un problème. C'est une solution à quelque chose qui ne va vraiment pas du tout. Et comment est-ce qu'on va... Et donc, en l'occurrence, puisque vous me posez la question, pour moi, la photographie, oui, c'est avoir une prise sur le monde. Une prise, pour ça, la photographie, c'est formidable. Mais comme toute chose, on tombe aussi maintenant, puisque tout le monde fait des photos avec l'appareil, etc., on tombe dans l'excès inverse où, en fait, ça ne donne plus prise sur rien, ça donne plutôt une déprise sur le monde. En fait, le fait de faire des photos tout le temps, comme font les gens maintenant. Mais je pense que puisque la photographie, elle a quand même presque 200 ans bientôt maintenant,
Je pense que dans l'époque, je ne sais pas, où on était encore dans la photo argentique, ou qui prenait du temps, surtout. Donc, il fallait du temps pour prendre possession de ce qu'il y avait en face de vous. Je pense que oui, la photographie, c'est vraiment une réponse à, comment dire, à quelque chose qui ne vous appartient pas et qu'il fait que le monde vous appartient un peu plus en le faisant. C'est ça, c'est finalement l'art pour tenir debout. Voilà. Hein, c'est ou rendre le monde un peu plus habitable qu'il n'est. Voilà. Et dans ce cas-là, peu importe quel art, on pourrait dire. Que ce soit l'écriture, la photo, la sculpture, il y a mille et une je me suis aussi posé la question si elle a aussi trouvé la photographie parce que ça parle de son corps, c'est quelque chose de visuel, ou si on aurait également pu travailler, je ne sais pas, avec de la musique, avec de l'écriture. Là, la photographie, ça convient bien. Oui. C'est vraiment, elle a trouvé, comment dire, l'époux parfait, puisqu'elle peut montrer, puisqu'à la fois cette souffrance et en même temps un peu l'exposer sa souffrance. Et puis comme elle le désire, elle le dit tout le temps, elle dit je veux que tout le monde voit, je veux que le plus de monde possible qui me voit moi, et on le voit tout le temps à travers le film, elle est très contente. Et donc la photographie, c'est l'idéal, puisque la musique, elle aurait dû faire encore trouver plus une... Et puis c'est vraiment ça qu'elle montre, et puis c'est ça qui est exceptionnel aussi dans son état, c'est qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est ça qui nous touche, et par lequel on est tout le temps... Enfin oui, quand on regarde, je ne vais pas dire. Oui. Ouais, finalement, la photographie, c'est peut-être l'art par excellence pour elle. Enfin, si elle veut montrer sa douleur, ou la douleur qu'elle est, parce qu'elle elle a un peu une tendance à la présenter comme un peu un universel. C'est pas, ce n'est pas moi, c'est la douleur qu'on voit sur les photos. La photographie est parfaite parce que son corps, il est perpétuellement caché sous des vêtements. Et donc, même l'écriture, la musique, tout ça, ça n'enlève pas ses vêtements. Et donc, la photographie, qui plus est presque du nu, en fait, où elle est seulement drapée dans des draps, en fait, oui, dans des immeubles, à l'image de son âme, dit-elle, délabrés et inhabitables, eh bien, oui, la photographie expose en fait sa douleur et peut-être le plus justement possible. Ouais. Et la transcende et je pense lui donne un plaisir infini. C'est ça qu'on ressent. C'est ça clairement. Et puis après, surtout que ça donne... Après, tout le monde a envie de ça. Enfin, je veux dire, quand elle va chez le photographe, il a envie de ça. Et puis on voit les gens qui regardent l'exposition. Bien sûr, ça touche les gens, parce que je pense que c'est quelque chose qui est aussi très, très douloureux, cette maladie. Mais on voit que ça correspond à une soif des gens, en fait. Et donc ça, son exposition et le regard des gens, ça va vraiment très bien ensemble. Puis je lis aussi que ça inspire des tas de photographes, ce qu'elle a fait, etc. Donc... c'est vraiment fait, ce film, il était fait pour elle aussi. Vraiment, les réalisatrices se sont rencontrées. Il y a aussi cette énergie qui est du moi, en fait, puisque c'est moins à se nourrir, mais c'est une énergie aussi d'être anorexique, je pense. Je ne sais pas si c'est exagéré de dire ça, mais c'est une énergie. Et donc, c'est normal que c'est appelé... des réalisatrices à filmer ça, quoi. Je veux dire, c'est comme si c'était un destin. Tout à fait, une énergie aussi dans le sens où elle dit qu'elle a peur d'aller mieux parce que ça allait nuire à son art. Donc, vous avez voulu rebondir là-dessus. Oui, en fait, je rebondis sur les deux en même temps. Cette puissance dont vous parlez à l'instant. Et pour moi, c'est la question de la reconnaissance. Si elle jouit de son art, c'est parce qu'elle est enfin reconnue. Et c'est ce dont on discutait tout à l'heure, finalement, où parce on n'a pas encore parlé vraiment de la famille et la question des liens avec la maman, mais quand elle est dans cette exposition qu'elle inaugure, en fait, où les personnes sont venues, et en effet, ça parle aux gens, mais ça les rend très mal à l'aise, en fait, surtout, je crois. Sur des visages, ils sont un petit peu presque déconfits, et même le galeriste dit oui, ça fait du bien d'avoir d'autres photos, avec de la couleur, parce que rien que ça, c'est un peu trop morbide. C'est un peu le sous-entendu, j'ai l'impression. Mais quand elle est avec sa maman dans cette inauguration d'exposition et qu'elle demande à sa maman est-ce que tu as honte de moi, c'est toute la question de la reconnaissance là. Est-ce que si la maman dit oui, j'ai honte de toi, là elle n'est pas reconnue en tant qu'artiste, et si elle dit non, je n'ai pas honte, tu es magnifique, comme elle le fait dans le film, là elle la reconnaît en tant que
que personne malade. Enfin, donc pour moi, c'est toute la question de la reconnaissance qui joue autour de cette photo. Qui est tout aussi importante que le fait d'être créative en elle-même. Je veux dire, est-ce que ça... Parce que parfois, on peut dire que ça va suffire de peindre pour se retrouver soi-même, se ressourcer, faire des photos, mais donc du coup, il faut aussi justement l'autre composante du public. Oui, j'ai l'impression que dans le film, elle a besoin de cette reconnaissance publique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec l'idée de ce besoin d'être exposée. Elle a envie de, de se montrer. Et donc, moi, je trouve aussi qu'elle est tout le temps dans un nœud de contradiction. Elle a envie de se montrer. Et tout le temps dans le film, pour le spectateur aussi, elle dit, ah, ben si je reprends du poids, je ne vais plus être une grande artiste. Je ne sais plus comment elle le formule. Et donc, alors on se dit, mais est-ce qu'il y a une si grande jouissance? Donc, donc, ce qui fait que nous, comme spectateurs, on peut aussi rentrer dans un jugement où on peut se dire, tiens, où elle devrait, enfin, une partie de nous-mêmes, certainement pas celle qu'on préfère, et qui a envie de dire, mais c'est un choix. Et l'autre partie dit, mais elle le dit elle-même, ce n'est pas un choix. Et donc, mais c'est ça que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il n'y a pas une réponse toute faite et qu'on est déchiré. C'est ça que je trouve intéressant parce que d'abord c'est déchirant et je pense que tout le monde est dans la contradiction, que sa maladie c'est une contradiction et que voilà, qu'elle se multiplie, et puis que j'aime bien les films aussi qui ne sont pas binaires, enfin, qui sont où c'est des réponses complexes. On fait tout le temps des réponses complexes au monde qui est très complexe. Donc voilà. Tout à fait, ouais. Ouais, puis aussi la contradiction que dans un sens, elle veut en sortir de son état, mais elle veut rester dedans. Et c'est ça aussi ce que je trouvais intéressant, parce qu'elle dit, bien sûr, en tant que photographe, elle veut capturer les moments, elle veut les rendre éternels, mais je me suis posé la question, est-ce que ça marcherait aussi pour des maladies, par exemple, où justement on cherche l'oubli, on cherche à oublier ce qui s'est passé, on cherche à avoir le regard vers l'avant. Est-ce qu'il y a des frontières de la photographie en tant que dispositif là-dedans? Mais moi, je pense que dans le fait de faire des photos, il y a de l'oubli. Je pense que puisque vous êtes, d'abord parce qu'il y a le médium que vous devez manipuler, elle est là, elle est dans un lieu, et je pense alors elle se rappelle elle-même, mais il faut qu'elle règle, qu'elle mette l'appareil sur un pied, qu'elle regarde ce qu'il y a autour d'elle, etc. Et donc, le moment où elle fait la photo, pour moi, c'est de l'oubli. Je pense. C'est comme ça parce que je le qu'elle est vois. dans la situation même, oui. Parce qu'elle est dans la situation. Et puis, qu'il y a aussi la jouissance peut-être du miroir, peut-être ça. Mais je n'ai même pas besoin de parler de ça. Je pense que simplement la manipulation, de capter, et puis voir la lumière, voir, c'est mieux si je me mets là et pas là. Enfin, trouver le lieu, la localisation à l'intérieur de ça, c'est vraiment c'est énorme en fait tout ça. On ne se rend pas compte et ça prend complètement. Je pense qu'il y a de l'oubli dedans. J'aime bien cette idée d'oubli dans... Plus encore, elle s'oublie elle. Enfin, elle dit à un moment, faire de la photographie, ça me met en mouvement, ça m'ouvre l'appétit. C'est pas une phrase complètement anodine quand on parle de troubles alimentaires. Et en fait, en se mettant en mouvement, elle décolle d'elle-même un petit peu. Alors, c'est vrai, elle fait des portraits d'elle-même, mais pas que. Elle fait aussi des portraits d'enfants et de personnes plus âgées, au début, à la fin du film. Mais se mettre en mouvement, c'est peut-être se délester un peu de son corps et se dire, je fais quelque chose, je crée en fait. Et c'est se décaler d'elle-même. Et donc, s'oublier elle, ou oublier toute sa souffrance peut-être justement, pour la mettre en image. Oui, comme vous avez dit, elle a fait des portraits aussi de jeunes enfants. Elle a fait surtout aussi des autoportraits. D'ailleurs, oui, le film est nommé Autoportrait. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà travaillé avec des autoportraits? Vous êtes notamment connu pour vos photographies plutôt d'architecture, de nature, de milieu urbain. J'en ai... j'ai fait une fois un autoportrait, effectivement. Et bon, celui-là... Qu'en est-il devenu? C'est toujours s'il y a quelque chose que les gens connaissent de moi, c'est ça, en fait. Mais je voulais surtout, si j'ai fait cet autoportrait, c'est parce que je ne voulais surtout pas faire de portrait, mais j'étais obligée. Et donc, je me suis, comme je faisais des photos de toi, on ne me voit pas, en fait, dans cet autoportrait, parce que j'ai mis la caméra sur le toit, et puis j'ai couru, puis j'ai mis le voile qu'il me fallait pour faire la photo. Et donc, on ne me voit pas, mais il fait un petit peu peur. Donc, voilà, j'en ai fait un. Mais sinon, je ne suis absolument pas intéressée par ça. Je ne veux pas. Et pourquoi, si la question n'est pas gênante, chacun a
son style et ses préférences. Mais je me demandais justement quel est le pouvoir aussi de cet autoportrait, ou qu'est-ce qui fait que ça gêne d'autres gens de se voir en photo. Enfin, ouais. c'est peut-être plusieurs questions là dans une, mais... Oui, c'est plusieurs questions. Je vais essayer de répondre. Je n'ai pas pensé à cette question. Mais je sais Vous pas n'êtes si pas obligé. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas, on va dire qu'il y a 360 degrés. Dans les 360 degrés, bon, ça fait, allez, on va dire que la personne que je serais, ça ferait 45 degrés, mais tous ces degrés de l'autre côté, c'est quand même beaucoup plus appétissant. C'est énorme, quoi, tout ce qu'il y a à regarder. Donc voilà, donc c'est pour ça que... Et par rapport à la prise... non, et puis, je veux dire, dans son cas, c'est un corps extraordinaire aussi. Oui. C'est un corps qui fait... C'est un corps extraordinaire, c'est un corps en souffrance, mais effectivement, enfin, je veux dire, d'abord, on découvre l'anatomie aussi, on n'a jamais vu ça. Il y a toute une histoire, je veux dire, c'est un corps exceptionnel aussi. Ça nous fait revenir, je sais pas, on pense... c'est elle qui parle qu'en Asie, hein, c'est pas, elle en parle elle-même, donc ça draine énormément d'histoire, et donc c'est un corps exceptionnel. Donc je trouve ça... Et puis elle trouve les lieux où elle peut le mettre en scène. Je ne pense pas que le film explique comment elle est tombée dans la photographie. Si ? Pas vraiment. Non, elle semble dire qu'elle commence avec des portraits de jeunes parce enfants. Qu'elle avait, oui, parce qu'elle avait envie de fixer un moment. Ouais. Parce que elle dit finalement chaque visage raconte une histoire et elle veut se concentrer sur les visages d'enfants à ce moment-là. Mais plus encore, elle dit cette phrase, chaque enfant, sont toujours les enfants qui sont les victimes des conflits. Et là, le conflit syrien, elle parle, ce sont des enfants, des petits-enfants syriens qui sont sur les plages, et c'est eux qu'elle commence à photographier. Après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une biographie photographique qui est tracée. Oui, parce que tantôt, quand vous parliez d'art, de la sculpture, etc., mais en même temps, c'est quand même très spécifique. Je veux dire, la photo, c'est quand même, c'est quand même un art qu'on a l'impression qu'on peut tout de suite apprendre aussi, qui n'est pas, comment dire, pour surtout, enfin, je veux dire, qui n'a pas l'air d'être si, je veux dire, quand moi j'ai commencé la photo, c'est pas comme si on apprenait le violon, c'est ça que je veux dire, ou le piano, où on se dit, tiens, mais ça, je vais jamais y arriver. Donc, il y a quand même aussi cette question de hasard qui fait qu'on tombe sur tel art ou sur tel autre. Je trouve quand même que comme vous l'avez dit tantôt, la photographie, c'est vraiment ce qu'il lui fallait qu'elle a trouvé, quoi. Voilà. Ouais. Tout à fait, oui. Je veux juste faire une petite note au public. Si jamais il y a des questions qui vous intriguent, n'hésitez pas à les noter dans le chat. C'est tout en haut à gauche sur votre écran que vous pouvez les envoyer. Puis ça arrivera ici sur la tablette et je pourrai les poser à nos deux intervenantes. Entre-temps, on va continuer ici. Je m'étais également posé la question. Je suis désolée, il faut que je la retrouve vite fait. Oui, enfin, j'en ai plein, je veux dire. Est-ce que vous-même, vous avez déjà mis votre travail en réalité avec le milieu de la santé ? En fait, j'ai fait un film, avec une autre personne qui s'appelle Sandrine Willems, où oui, j'ai travaillé avec, ça s'appelle D'errance et de racines, et j'ai travaillé avec des gens qui étaient dans une addiction, et qui était en l'occurrence l'alcoolisme, et qui était dans un lieu où on était en train de réparer ça. Donc voilà, donc on peut dire qu'à ce moment-là, j'ai travaillé. D'accord. Ouais. Et puis plus généralement, on disait de l'art à s'expressionner à l'art de se soigner. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai fait aussi un film, on va dire, de la musique comme thérapie. Enfin, c'est comme ça que c'était. J'ai fait un film sur des musiciens qui sont d'anciens bandits, voilà, à Kinshasa. Et voilà, donc c'est vraiment, oui, des anciens Kuluna, et donc ils ont fait de la musique, et c'est ça qui fait que ça les a un peu sortis de là. C'est toujours plus complexe, hein, c'est toujours un peu complexe, donc je ne veux pas dire que c'est l'art qui sauve, c'est pas la thérapie, on ne peut pas dire ça comme ça. C'est aussi un jeu de circonstances où tout à coup, on a... elle a rencontré, je sais pas, on ne sait pas comment elle a rencontré l'appareil de photo et comment elle a trouvé les lieux, etc. Et comment c'est venu. Il y a quand même toujours des circonstances. Je pense que, parce que sinon ce serait facile, on mettrait tous les gens qui souffrent en train, faites de l'art. Mais non, il y a aussi une chance qui fait qu'un faisceau
de choses ou de personnes qui vous mettent sur des voies et qui font que tout d'un coup, ça se passe. Donc là, par exemple, avec mes musiciens qui avaient vraiment commis des méchants délits avant, ben, tout à coup, ils ont rencontré, je pense beaucoup, moi, au travail d'équipe, à la rencontre, et tout à coup, ça se fait. Un jeu de circonstances. Et dans un jeu de circonstances, moi, j'étais amenée à la filmer, et puis c'était vraiment alors comment dire aussi, un accouchement, où comment est-ce qu'on va trouver le moyen d'exprimer ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, ce qu'on a autour de nous. Donc, c'est ça qu'on a fait. Mais ça reste peut-être aussi une forme de thérapie, ou je ne sais pas, Et est-ce qu'on donc, pourrait après, l'appeler juste pour terminer, oui. après, c'est un moment où ça se passe, où c'est formidable, on va dire le moment où on fait le film, comme ici, pour cette femme, pour Lene. Il y a le moment où elle fait ses photos, et qui est vraiment un moment extraordinaire pour elle, mais après, ça se termine aussi. C'est pas pour toujours. Voilà, Oui. donc à un moment, à la fin, elle meurt. Hein. Je veux dire, bon, il y a eu un accident, il y a toutes sortes de choses, mais c'est pas... c'est toujours comme ça, quoi. Du bricolage. Voilà. Pardon ? Du bricolage. Du bricolage, voilà. Ouais. Non, à côté de l'art, il y a aussi le milieu qui l'entoure. Si Laine s'était mise à faire de la photo toute seule, ben, ça n'aurait pas pris. Enfin, elle a besoin de sa maman tout le temps pour ramener tout le matériel dans les bâtiments, en fait. Et puis après, elle la repousse gentiment ou pas gentiment. C'est encore une autre question. Mais elle a besoin de son milieu. Là, en l'occurrence, son milieu familial. Mais si elle s'était lancée seule dans la photographie, probablement que ça n'aurait pas pris de cette manière, en tout cas. Et donc, l'art pour l'art. Oui, et c'est le regard, effectivement, c'est le regard de ce photographe norvégien qui fait que ça prend, quoi. Je veux dire, et c'est... Il y a quand même, je veux dire, comment dire, l'union de toujours toute une sorte d'événements qui font que les choses, elles adviennent, et puis qu'elles s'écroulent aussi, quoi. Il faut beaucoup d'énergie, comment dire, il faut beaucoup de baptême, quoi. Enfin, de gens qui sont autour pour verser des bonnes choses, pour que les choses finissent par advenir, quoi. Oui, et puis si l'art suffisait, elle ne serait pas décédée. Enfin, ça n'a pas été suffisant. À un moment, ça a été sa bouée de sauvetage. Et voilà, elle a continué pendant 4-5 ans à vivre. Mais sur le plan alimentaire, rien. Juste des boissons énergisantes, enfin, hyper caloriques. Mais l'art la nourrit, mais rien d'autre. Et donc, alors, est-ce que c'est sa famille? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que c'est sa famille plus élargie encore qui ne l'a pas nourrie émotionnellement, relationnellement parlant? On n'en sait rien. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que c'est peut-être le point aveugle du film. On n'en parle pas, on ne parle pas de la situation familiale. Or, tout trouble s'inscrit quand même dans un milieu dont on ne peut pas faire abstraction, me semble-t-il. Oui, c'est vrai que c'est un côté pas très abordé dans le film. Ouais. Mais on a quand même le sentiment, comme elle dit quand même, je manquais... c'est pour vaincre mes émotions que j'ai attrapé cette maladie. C'est pour avoir un contrôle sur les émotions. Et puis, à un moment, elle dit aussi, quand elle est à l'hôpital et qu'ils lui disent « il faut que tu manges comme ceci et comme tu manges ça », elle dit, comme ça, elle dit « mais qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse ça ensemble ?» Donc, on a le sentiment quand même que sa solitude elle a un sentiment de solitude quand même. Oui, complètement. On est d'accord. Oui. Hein, oui. Et bon, je reviens toujours sur les parents, mais c'est un peu l'axe que j'avais pris dans mes recherches. Ce sont des parents qui sont là et en même temps qui sont très absents. Il n'y a pas... c'est comme si Laine n'avait pas de prise sur eux. Il n'y a pas moyen de rentrer en conflit. Il n'y a pas moyen de rentrer presque en interaction avec eux. Ils lisent tout. Ils sont presque trop conciliants. Et on peut se demander si, à être trop conciliants, ils ne desservent pas complètement la cause de leur fille. Et si, finalement, ils ne font pas plus de tort que de mal. Et en tombant dans la maladie, en cherchant, c'est aussi un point vers lequel j'étais allée dans mes recherches avec plusieurs auteurs, notamment Emmanuel Kochia, qui ne parle pas du trouble de l'alimentation, mais qui parle de la vie sensible, où j'étais arrivée à l'idée finalement que les os que la personne anorexique découvre, au sens fort du terme, étaient autant de points d'ancrage et de prise pour la personne anorexique, Laine ici en l'occurrence. Et ces prises-là, elle a besoin de les incarner dans son corps, à défaut de les voir, finalement, et de les trouver peut-être dans son entourage, chez ses parents. Avoir des parents qui sont, si pas absents, trop conciliants,
ben, elle n'a pas de prise nulle part. Et donc, elle a besoin de trouver ça à l'intérieur d'elle-même. Et c'est un peu ça qu'on voit dans les photos, où elle dit, oui, je veux qu'on me considère et qu'on me voit d'abord comme une artiste avant d'être et pas comme une malade. Ce qu'elle demande est presque impossible. Et à mon avis, elle le sait d'une certaine manière. Elle ne peut pas demander au public de ne pas voir d'abord ses os. En fait, ses os la précèdent presque toujours de trop. Et c'est un peu ça le coup de force de Laine, c'est qu'elle parvient à mettre en photo et sous le regard d'une population gigantesque ce qu'elle cherche en elle-même, et de manière très subjective finalement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la photo, mais c'était peut-être le médium par excellence pour elle, pour se trouver en fait. Et quand elle ne peut plus faire de photos, quand elle est hospitalisée sous contrainte, bah, c'est compliqué. Elle le dit, je perds mon humanité. Elle perd sa raison d'exister. Ouais. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut comprendre aussi l'arrêt de l'alimentation. C'est que arrêter de manger, c'est perdre du poids. Perdre du poids, c'est découvrir ses os progressivement. Et se remettre à manger, c'est reperdre en fait ses os presque. C'est les recamoufler, et donc c'est se recacher. Et donc, ben, c'est disparaître, paradoxalement. Oui, comme elle disait aussi, c'est carrément la maladie qui est la sécurité. Donc aussi, comme vous disiez, l'accrochage aux os. C'est ce qui est sûr, ce qui est stable et certain, à défaut d'avoir d'autres certitudes ou d'autres stabilités ailleurs, au point de vue relationnel et avec des conséquences émotionnelles. Est-ce que si elle n'avait pas eu l'accident, est-ce qu'elle aurait pu guérir? Ça, c'est une question. C'est vrai que ça reste un point tournant dans le film. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine? C'est vrai que c'est un tournant dans le film. On le sent quand on le regarde. Après, j'ai l'impression que finalement, on s'en fout un peu de cet élément, de cet accident. J'ai l'impression que ça ne change rien. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que... Elle-même, elle dit tout le temps qu'elle a des douleurs qu'elle n'a pas eues avant, que ça persiste. Et elle dit même, en plus loin, j'étais plus heureuse avant. J'étais plus heureuse. Et en fait, tout au long du film, elle vit avec une espèce de nostalgie de l'avant. Oui. Et ça commence avec mes parents m'ont abandonnée à l'âge de 10 ans. Et on se demande ce qui s'est passé déjà aussi à l'âge de 10 ans. Est-ce que ses parents se sont séparés? Est-ce qu'elle a subi un traumatisme physique, psychologique, peu importe, presque peu importe. Il y a eu quelque chose. Mais jamais, nulle part, il est dit ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je ne pense pas que l'accident joue un rôle, un très grand rôle là-dedans et dans l'issue de la maladie. Je pense qu'elle vit toujours dans le c'était mieux avant, et presque elle fantasme quelque chose. Une hypothèse, elle fantasme une forme d'unité du côté de ses parents, justement. Et ce qui, pour moi, est très emblématique, c'est la dernière scène. Dernière scène du film, c'est quand elle demande à ses parents, elle est assise dans le canapé, et elle demande à ses parents, à chacun à leur tour, rapproche-toi de moi, s'il te plaît. Et le dernier cliché n'est plus un portrait d'enfant, ni d'elle, ni de personnes âgées. C'est sa famille, qui est enfin réunie presque. Comme si, voilà, là maintenant je peux mourir tranquille. Mais en fantasmant toujours, c'était mieux avant, j'étais plus heureuse avant. C'est vrai que le film s'ouvre avec une scène où elle est avec ses parents, elle est poussée sur un tricycle ou un vélo par un de ses parents. Et en fait, ça respire, ça dégouline presque de joie de vivre et de famille. Mais c'est comme si pendant tout le film et pendant toute sa maladie finalement, pendant 23 ans, elle ne semble pas pouvoir imaginer que même si ses parents étaient ensemble, ce serait l'enfer. Mon hypothèse, c'est vraiment qu'il y a un conflit silencieux entre les parents et que c'est elle qui porte ça. En fait, toute sa maladie, c'est porter un conflit qui ne lui appartient pas, mais qu'elle prend en charge. Consciemment, inconsciemment, c'est la question. C'est pas clair. C'est vrai que oui, ça aurait été intéressant d'avoir vu un regard là-dessus dans le film, malheureusement. Nous ne l'avons pas, mais merci beaucoup pour toutes ces idées que moi-même, je n'avais pas forcément vues en regardant le film. Il y a entre-temps des questions qui sont arrivées de la part de la salle. Une première qui rebondit sur la question de l'autoportrait et qui demande ne pourrions-nous pas dire qu'un autoportrait est aussi un paysage, mais de l'intériorité? Qu'en pensez-vous? Si c'est ça, c'est formidable, oui. On espère que c'est ça. On espère toujours que
qu'une photo, ça montre beaucoup plus que ce qu'elle montre et qu'elle dit elle dit autre chose que son sujet, quoi, et que ça s'élargit et qu'on regarde le hors-champ ou qu'on sent le hors-champ et et que le visage est un paysage intérieur. Et donc, mais il faut que ça s'ouvre d'une certaine manière pour qu'on voit ça, quoi. Donc il faut un contact spécial avec le photographe, c'est aussi toute une comment dire, une mise en état où ça communique entre le photographe et la personne qui photographie. Ben, ici, c'est la même, puisqu'on parle de l'autoportrait. Donc il faut qu'il y ait une espèce de vérité qui sorte. Voilà, une vérité que ce soit que ça parle vraiment de ce que la personne est. Moi, dans le portrait, il y a plusieurs personnes on ne me voit pas du tout, hein, puisqu'on voit juste ça. Et il y a chaque fois des personnes qui me disent, en tout cas, je te reconnais tout à fait. Et donc, je ne comprends pas parce que, voilà. Dans la manière de se tenir, dans les habits. En plus, c'est un voile. Mais je trouve que c'est important. Je pense aussi que c'est une réussite du film, c'est que elle est vraiment tout à fait elle-même. Elle est tout à fait sincère tout le temps dans son film. C'est ça qui me plaît. Elle n'a pas peur des contradictions et elle nous les donne, elle nous les sert. Et c'est toujours ça qu'on a envie, quoi. Et qu'elle l'est. Et que ces contradictions, ben, on les accepte parce que d'abord, nous, on en est aussi pétris et qu'on ne fait pas l'impasse là-dessus. Voilà. Et un paysage intérieur, si un paysage, ça fonctionne, c'est aussi parce qu'il y a... c'est parce qu'il il est équivoque, qu'il y a plein de choses qui sont dedans, qu'on ne va pas prendre des lignes toutes plates et qu'il va y avoir des contradictions dedans aussi. Ça, Ouais, il me semble, si je peux me permettre, que c'est un peu l'hypothèse de Laine, finalement, quand elle dit « les photos, ce n'est pas moi, c'est la douleur ». Donc, c'est un paysage intérieur, c'est une émotion, finalement, qu'elle essaie de traduire. Après, on peut y mettre des réserves sur en effet, est-ce que c'est vraiment la douleur ou ça reste elle de toute façon? Est-ce qu'elle n'est pas tellement la douleur que c'est une équation, une égalité? Elle, douleur, même combat, finalement. Elle veut exprimer. Après, c'est ce qu'elle veut ambition. Dire. Ouais, c'est son ambition. Elle, douleur. Exactement. Il y avait une deuxième question qui reprenait l'idée des parents et qui demande si les parents de Laine... les parents de Laine-Marie sont en surpoids. Est-ce que sa maladie pourrait être due, entre autres, à une opposition à leur corps? Donc le corps des parents. Bon, pour être totalement honnête, moi, quand j'ai vu le papa débarquer dans le film, j'ai eu cette phrase « c'est son père, ça ?» Et la personne qui regardait le film avec moi était un petit peu heurtée. Et je comprends, on ne parle pas d'une personne comme ça. Mais son père est complètement absent du film. Enfin, on le voit à la, je sais pas, quantième minute, en train de sangloter plus ou moins, de tousser et de partager simplement ses cauchemars à répétition de l'enterrement de sa fille, qu'il anticipe en fait. C'est surtout la maman qu'on voit. C'est vrai qu'il y a une scène assez emblématique, ou en tout cas qui m'a vraiment marquée, où c'est l'anniversaire de Laine, elle est en Grèce, je crois, et un superbe gâteau qui débarque. Et bon, on l'a pris de souffler sur les bougies, évidemment, elle souffle, mais... Et le plan d'après, c'est sa maman qui a un énorme morceau de gâteau et qui est en train de manger juste à côté d'elle, et qui lui dit « il est très bon, il est très bon ». Et Hélène qui ne mange pas une seule bouchée. Et qui fait un peu une tête pas très satisfaite, elle n'est pas contente. Elle se ferme. Oui, non, elle se ferme. Elle est contrariée. Oui, parce que je pense qu'il y a aussi sa frustration. Ouais. Il y a une frustration de ne pas partager le moment non plus, parce qu'elle a conscience qu'elle s'extirpe complètement du moment social que constitue le repas, en fait, en l'occurrence pour elle en plus. Mais j'ai l'impression que c'est une question d'identification. Là, la mère, est-ce que Laine manque ou souffre d'une absence d'identification à sa maman, ou alors qu'elle prend une tangente complètement, elle dit non, ma maman, je veux pas lui ressembler. Elle peut lui reprocher une série de choses à Laine, à sa maman, finalement, peut-être d'être trop effacée, d'être trop ceci, pas assez ceci. Et ok, si ma maman ne représente pas l'idéal ou le féminin tel que je veux l'incarner, je ne peux pas lui ressembler, ni sur le plan de la personnalité, et ni sur le corps. Donc, quoi de mieux que de se renfermer et de perdre toujours plus de poids, finalement, et du coup, ne jamais avoir une forme de trop. Mais est-ce qu'en tant que cause d'anorexie, est-ce que c'est courant, on va dire, de vraiment essayer de s'opposer à quelqu'un qui est proche, avec qui on ne s'identifie pas, et donc essayer de faire en sorte que son corps soit
Je pense qu'on prend les stratégies et les outils qu'on a, les plus faciles, enfin ceux qu'on a, oui. Et là, dans le film, elle nous dit, c'est à 10 ans qu'elle a arrêté de manger. C'est vrai que quand on a 10 ans, on n'a pas de voiture pour aller faire un tour, pour mettre de la musique à fond, on n'a pas une carte de banque pour aller faire des achats compulsifs et oublier ce qui vient de se passer. Enfin, on n'a plus que son corps. Et on a tout ça aussi. C'est peut-être la seule arme qui lui reste, mais la plus puissante. Et elle marque un refus, ou elle dit, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, est-ce que c'est juste une question d'identification? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui complexifient la chose? Je pencherais plutôt pour la deuxième possibilité. Je crois que, de nouveau, on en parlait de faisceaux, et c'est un faisceau de circonstances. Et c'est pas juste parce qu'on refuse de ressembler à sa maman quand on tombe dans l'anorexie. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, bien sûr. Si on élargit un peu l'idée de départ qu'on a eue donc, lors de s'exprimer pour se soigner, là on avait parlé notamment du cas de Laine tel qu'on l'a vu dans le film, qui elle souffre d'une maladie, mais si on pense se soigner plutôt dans le sens de se soigner dans son quotidien, même si on n'est pas malade, quel rôle est-ce que l'art pourrait jouer pour se ressourcer, pour peut-être aussi, dans ce temps-ci, si on ne va pas très bien, quel rôle peut-il? Je trouve que ce mot d'art, qu'est-ce que ça recouvre d'abord? Parce que moi, je pense que tout le monde est un peu artiste et que déjà une façon, je sais pas, que ça peut se trouver dans une façon de se lever, d'agencer, je sais pas, les assiettes sur une table, de faire la cuisine. Je pense que l'art, il est partout. Et voilà, et que c'est donner du soin, en fait, à tout ce qui a soigné la moindre chose qu'on fait, avec les capacités qu'on a. Pour moi, ça, c'est déjà de l'art. Et voilà, et de donner le maximum d'attention aux choses. Et je trouve toujours qu'on fait, je sais pas, des grandes catégories de l'art, les artistes et ceux qui ne le sont pas. Et, je veux dire, parce qu'on est dans un monde où on catégorise tout. Ce que je trouve, et toutes les sociétés n'ont pas toujours été comme ça, de faire des catégories, tout ça, de tout couper en petits morceaux. Donc moi, je sais pas, j'ai plutôt envie de le voir dans des tas de petites choses et semées par des tas de personnes de tous ordres. Mais c'est généralement quelque chose qui peut faire du bien, même si c'est dans le détail, ou est-ce que l'art peut aussi détruire, faire du mal, Dès qu'on est, c'est être un petit peu souverain dans les choses qui sont juste à côté de vous, souverain de cette assiette qu'on va poser, de ce geste qu'on va faire vis-à-vis de quelqu'un. Et je pense que dès qu'on est un petit peu souverain, je pense qu'il y a déjà un plaisir, une satisfaction, que ça fait du bien, que ça fait du bien à tout le monde aussi. Parce que cette chose pour laquelle vous aurez pris du soin, elle va être vue aussi par quelqu'un qui va être touché de l'attention que vous lui avez donnée. Et donc, voilà. Comme on disait tantôt, c'est aussi la reconnaissance qui joue là-dedans. Oui, mais c'est aussi une attention qu'on porte vis-à-vis de l'autre, un soin qu'on a posé. Et là, ici, effectivement, on va dire qu'elle, le soin qu'elle pose à se photographier, c'est aussi, on va dire, quelque chose qu'elle donne, oui, bien sûr, qu'elle donne à ceux qui la regardent. Et on voit que les gens sont touchés, puis ça les fait réfléchir. Enfin, regardez, déjà ici, nous, on discute comment on va faire si on était parents pour pas rendre des enfants anorexiques, par exemple, où on va réfléchir pour faire que les choses se passent le mieux possible pour les gens qui sont autour de nous, quand même. Mais l'art aussi pour se mettre à distance de soi-même, j'ai l'impression. Après, c'est toute l'ambiguïté et de la démarche de Laine, mais quand elle prend des photos de ces jeunes enfants, de ces personnes plus âgées à la fin du film, elle se décale d'elle-même. Il y a quelque chose comme de l'altérité qui arrive, et donc elle se décolle de son soi presque. Après, la question des photos, des autoportraits, pour moi, c'est là que l'ambivalence ça prend corps presque, sans mauvais jeu de mots, mais elle dit « je me mets en mouvement » et ça m'ouvre l'appétit. Et donc, elle va commencer à prendre des photos d'elle-même. On peut se dire, oui, elle se décale d'elle, mais c'est toujours du moi. Et donc, c'est toute l'ambivalence de l'art qui décale
et donc qui peut soigner à certains égards ou qui peut être une béquille à un certain moment de son existence. Et puis de l'autre côté, l'art qui enferme. Et je pense que le film nous montre les deux faces. Oui, tout à fait. Et il y a cette phrase très connue qu'on dit toujours pour les photographes, voir sépare. Donc, que pour pouvoir photographier ceux qui sont devant vous, vous devez vous prendre de la distance pour créer l'altérité. Et donc, mais je pense que ça se dit pour aussi, j'entends aussi des écrivains qui disent ça. Ils peuvent pas, les écrivains, ils se retirent loin, ils vont dans leur petit coin pour s'écartent du monde pour pouvoir écrire. Et donc, ça c'est aussi, donc c'est se retrouver soi, mais l'autre a été la nourriture aussi. Je veux dire, on se retire du monde, mais avant ça, on a vu le monde pour pouvoir en parler. Et donc, mais effectivement, elle est dans cette ambiguïté parce qu'à la fois, elle se sépare d'elle-même, mais en même temps, elle se montre elle-même. Donc, dans l'autoportrait, c'est compliqué de dire voir ses parts. Enfin, on est dans un... Et en même temps, elle nous demande de la voir en tant qu'artiste et pas en tant que malade. Donc, en fait, dans ces photos, elle est une espèce de tentative ou un espoir un peu désespéré de justement se séparer d'elle-même presque. Enfin, peut-être de la maladie un petit peu pour se faire artiste. Mais bon, on revient sur la question du galeriste qui dit oui, et il le répète, j'expose Laine non pas parce qu'elle est malade, mais parce que c'est une artiste. Mais à force de le répéter, on entend le contraire. Il l'expose précisément parce qu'elle est malade. Et donc finalement, il fait exactement ce que Laine ne veut pas. Il la ramène à la maladie. Ouais. On est tout le temps dans un serpent qui se mord la queue. Tout le temps. Mais c'est à l'image de la maladie. Pour ça, c'est une réussite. C'est que ça tourne. C'est une machine folle qui se mord la queue tout le temps. Et qui tourne de plus en plus vite aussi. Et donc ça, c'est la question aussi du contrôle. Où on disait être souverain, finalement, de notre création quand on crée quelque chose. Ou dans l'attention du dressage d'une table, par exemple. Laine a été souveraine et a eu le contrôle à un moment. Elle a arrêté de manger à 10 ans. Elle avait la situation en contrôle. À 33, la maladie a le contrôle sur elle. Elle n'a plus le contrôle du tout. Oui, elle le dit. Et elle a dit, la maladie est le problème. Elle dit cette phrase, la solution finit par devenir le problème. C'est ça. Et donc, la solution, j'arrête de manger, devient le problème ultimement pour elle, parce que finalement, elle se bloque là-dedans. Elle n'est plus capable d'avaler quoi que ce soit. On la nourrit à part sonde à la fin. Mais ça devient aussi un problème pour les autres. C'est que les autres, nous, on la regarde et on la réduit à « elle ne veut pas manger ». Donc on ramène tout à la question de la volonté. Sauf qu'on n'interroge pas la question de la famille, la question du système qui l'entoure et du milieu. Et donc elle se renferme doublement. Il y a une question justement qui vient par rapport à l'alimentation, parce que comme vous disiez, on voit comment elle est alimentée dans l'hôpital. On dit dans le film que ça fait quelques années qu'elle vit à base de boissons énergétisantes. Et la question est, y a-t-il des méthodes pour soigner ce genre de troubles alimentaires autres que l'alimentation forcée, des méthodes plus douces? Est-ce que les thérapies familiales. Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Je suis convaincue que c'est un trouble relationnel. Il y a un trouble identitaire dans l'anorexie, il y a un trouble relationnel. Dans tout mon travail en très bref, dans mon travail de recherche, j'ai montré finalement que c'était assez récurrent dans les familles avec une personne qui souffrait d'anorexie d'avoir un schéma en forme presque triangulaire. On avait la personne anorexique qui chapeautait une espèce de conflit explicite ou pas des parents, entre les parents. Et les parents, implicitement aussi, demandent à leur fille de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et donc de décréter qui est le plus à plaindre, le plus victime du conflit. Là où ça se complique et où ça devient de plus en plus pervers, c'est quand Laine ou n'importe quel enfant ou n'importe quelle personne anorexique prend le parti pour le papa, par exemple, le papa va tout de suite la rejeter. Parce que si il accepte les faveurs de sa fille, il est déjà un peu moins victime que son épouse, le père. Donc surtout pas, il ne faut pas accepter. Et donc Laine, se retrouve au-dessus du triangle. Et donc là, Laine, elle est prise dans une espèce une situation un peu folle, qui la rend folle. Et l'anorexie, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Elle renverse le triangle à 180 degrés. Et elle renvoie les parents en haut et elle leur dit, tacitement évidemment,
non, non, mais les amis, vos conflits, je ne veux plus en entendre parler. La victime est radicale, ça sera moi. Et je vais vous le montrer dans mon corps, je vais arrêter de manger. Et donc là, papa, maman, s'il n'est plus question d'avoir leur conflit sous les yeux, c'est moi le problème, finalement. Et donc elle va prendre en charge un conflit qui ne lui appartient absolument pas. Et un conflit, finalement, que les parents n'ont pas vraiment conscience de faire porter à leur enfant. Et c'est ça que, dans le film, les parents sont très lisses, très conciliants. Et à la limite, on se demande si ça dégouline pas un peu de culpabilité. Ils savent, d'une certaine manière, qu'ils lui font porter quelque chose qu'elle n'a pas à porter. Après, voilà, c'est une hypothèse, mais ils ont, je pense, cette impression. Alors, ils ne la formulent nulle part. Peut-être que je vais beaucoup trop vite en proposant cette interprétation-là, mais c'est pour ça qu'ils sont toujours... Ils doivent être là. Ils doivent être là. Ils ne peuvent pas disparaître de l'horizon, parce que c'est leur conflit que leur fille porte. Et voilà, l'issue de... Enfin, pour répondre à la question, du coup, plus frontalement, est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'une sonde gastrique pour sortir de là? Et la sonde gastrique n'est absolument pas la solution, pour moi. C'est juste un pansement pour l'entourage, pour se rassurer qu'elle ne va pas mourir tout de suite, la personne, mais c'est les entretiens de famille. C'est qu'est-ce qui fait problème dans le système? D'aller à la recherche de la source de l'anorexie. Ce que le film ne traite pas. On ne peut peut-être pas lui en vouloir, c'est peut-être pas ça le projet et le propos du film. C'est pas le projet du film, ça c'est clair. Le projet du film, c'est une... Enfin non, c'est une triste histoire, mais c'est une histoire, c'est de faire une histoire, c'est de faire un film. Voilà, avec un sujet qui est très touchant et qui parle très fort aux gens. Et voilà, c'est vraiment de faire un film. Moi, j'ai juste une petite réserve aussi sur la musique, que je trouve que c'était pas nécessaire je veux dire, le son qui se trouverait à l'intérieur du film, il peut être très très fort. Et là, tout à coup, dès qu'il y a quelque chose qui est très douloureux, on entend une musique qui en rajoute. Je trouve que enfin, ça dit bien ce que le film veut faire, quoi. Voilà, c'est ça le sujet du film. C'est pas de dire, tiens, on va chercher les causes, on va voir qu'est-ce que c'est. Comme ils disent à la fin aussi, voilà. Ça annonce la mort de Len et ça dit qu'elle voulait que le plus de gens possible voient son art. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose sur une artiste qui a beaucoup souffert, mais qui n'est pas en train de réfléchir sur comment tourne le monde, quoi. Et sur la situation dans laquelle elle est prise. Et sur la situation, voilà. Donc, il y a pas... C'est pas un film très politique, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais vous disiez qu'il était très honnête. Je pense que oui, et elle n'a pas peur des contradictions. Elle nous les sert tout, elle nous les sert. Mais elle n'a pas... elle ne semble pas avoir conscience du système dans lequel elle est prise, en fait, avec ses parents. Du tout. Il y avait encore une question qui revenait sur la douleur et qui demande, est-ce que faire de l'art par rapport à une douleur ne serait pas plutôt le fait de vivre que le fait de se soigner? Qu'en pensez-vous? C'est comment la phrase de Robert Filou? Est-ce que faire de l'art par rapport à une douleur ne serait pas plutôt le fait de vivre que le fait de se soigner? Donc il y a moins la... Attendez, juste je pense à cette phrase de Robert Filou. Je crois que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Alors, oui, je veux dire, si on pratique un art, c'est complètement vivant aussi. Je veux dire, si vous faites, je fais de la photo, je fais des films, quand vous faites ça, si vous faites un film, vous faites ça avec des gens, c'est complètement vivant. Il n'y a que des problèmes, il faut tout le temps trouver des solutions. Il n'y a que ça ne marche pas, quoi. Et donc, en fait, ça plaît à tout le monde de trouver comment est-ce qu'on va s'en tirer, quoi. Donc, voilà. C'est ce qui la maintient en vie, Hélène, pendant tout un temps. Elle dit, ma mission, c'est de faire de la photo. Maintenant, j'ai plein de projets. Et elle a l'air d'avoir une soif d'existence. Et je pense que dans l'anorexie, il y a une véritable envie de vivre. C'est juste pas comment vivre. On n'a pas les armes, on n'est pas armé pour, on ne sait pas comment gérer les relations avec soi-même, avec les autres. Mais il y a une envie de vivre. Regardez, en prenant le train pour venir ici, il y a je vois une phrase que j'ai déjà vue ailleurs, mais traitée de différentes manières, à différentes tailles, et c'est juste marqué « j'existe ». Vous l'avez vu aussi? Oui. Mais alors, donc elle est parfois en tout petit, en tout grand, mais en fait, il y a déjà un graphisme énorme là-dedans. Je pense qu'il y a un point au bout de la phrase, c'est légèrement incliné, donc c'est en italique, et donc la personne qui a fait ça, c'est « j'existe », il y a tout un travail, quoi, et ça se trouve partout.
Enfin bon, ça me pose beaucoup de questions de me dire, tiens, pourquoi les gens, ils ont été obligés de mettre ça. Mais le film, c'est ça aussi, hein, elle. C'est j'existe, quoi. Et quand elle dit j'ai plein de projets, c'est j'existe à fond. Et comme vous dites, elle a un désir fou de vivre. Quand elle dit ça, j'ai plein de projets. Oui. On sent que ça brûle, quoi. Et elle est très fière de dire aussi à un moment, j'ai 28 ans, ou je ne sais plus exactement quel âge elle a à ce moment-là, où elle Au dit, début, 28. je n'ai jamais eu envie de mourir. Et je suis très fière de ça. Et donc, il y a quelque part en elle une envie, une soif de vivre. Mais comment la traduire? Jusqu'où? Oui, pour répondre à la question, oui, c'est vrai. Oui, il y a une... Enfin, si je lis un peu dans la question, on peut aussi... Enfin, parce que ça dit, est-ce que ça ne serait pas plutôt le fait de vivre que le fait de soigner? Donc, est-ce que c'est peut-être aussi l'idée de soigner qui pourrait faire peur parce que ça renvoie justement à la maladie? Ça met le doigt dessus. Ça. Je ne sais pas si dans ce cas-là, il faudrait trouver un autre titre pour la thérapie de l'art ou pour l'art-thérapie. Ouais, mais vivre, ou le concept de thérapie là-dedans. Vivre, c'est se soigner déjà, en fait. Donc, oui, mais elle le dit, Hélène, dans le film, elle ne veut pas lâcher la maladie. C'est sa sécurité. Elle a 10 ans quand elle tombe dedans. Elle n'a pas, comme je disais tout à l'heure, elle n'a pas eu de peine ou quoi que ce soit pour savoir ce qu'elle pouvait être d'autre que juste une petite fille de 10 ans. Et donc, l'art, c'est... Enfin, se soigner, quitter le trouble, c'est tomber dans le néant, c'est tomber dans l'incertitude. Qu'est-ce que je suis si je ne suis pas anorexique? Je pense que beaucoup de personnes anorexiques restent bloquées dans la maladie longtemps pour ça, pour cette question. Elles ne savent pas ce qu'elles sont. Alors, est-ce que il manque de personnes autour d'elle pour lui dire ou pour lui renvoyer quelque chose? Et donc là, on revient à la question de l'altérité. Est-ce qu'il manque d'une altérité pour la sécuriser, en fait? Est-ce qu'elle a manqué de sécurité à un moment? Elle dit qu'elle a été abandonnée à 10 ans. Il y a quelque chose qui s'est passé par là et qui conditionne tout le reste. Et est-ce que pendant les hospitalisations des personnes anorexiques, j'imagine qu'il y a aussi tout un travail qui se fait sur la perception de son corps? Sur l'image, oui. Comment est-ce que ça se fait d'habitude? Est-ce que ça se fait aussi par moyen de photographie ou je ne sais pas s'il a le temps de lâcher tout sur là, on Nous avons encore une dizaine de minutes. Okay. Mais pour avoir été hospitalisée pendant 2 ans pour troubles alimentaires aussi, dans des services et non spécialisés et spécialisés, dans le non spécialisé, il n'y a absolument pas de travail sur l'image du corps. Dans un hôpital spécialisé, on va nous mettre pas derrière un appareil photo, plutôt devant un miroir. Donc là, on revient avec la question du reflet. Et pour ce que je connais, il y a sûrement 1000 autres manières, techniques de faire, de processus, de travail là-dedans. Mais on nous donne une espèce de ligne du temps, mais avec des silhouettes. Et on nous demande de nous positionner. Et puis après, on va à la rencontre de notre reflet avec quelqu'un. On n'est jamais seul devant le miroir. Et on doit essayer de jauger finalement de la marge d'erreur, en fait. Est-ce qu'on s'est bien situé sur cette ligne du temps ou pas? Où voit-on nos formes et où n'existe-t-elle en fait pas? Et donc voilà, on est accompagné. Donc oui, il y a tout un travail. Pour le coup, c'était une kinésithérapeute. Okay. Ouais. C'était une kinésithérapeute qui aussi prodiguait des massages, de la réflexologie. Et donc, il y avait tout un travail sur le corps qui doit être pris en charge. Parce que, de nouveau, ce que je disais tout à l'heure, c'était se remplumer, en fait, remanger, c'est des saisies de soi-même. Et donc, quand je disais aussi que la sonde, pour moi, n'est pas du tout la solution, c'est parce qu'on nous force, bon gré, mal gré, de grossir. Disons-le tout net, du point de vue de la personne anorexique, c'est ça. Elle ne tend pas vers la vie quand elle est nourrie de force. Au contraire, c'est la mort pour elle. Mais ça reste un moyen de la maintenir en vie pour l'instant. Donc peut-être pas une solution, mais un moyen de... Mais à mon avis, et là je fais de nouveau un lien avec le film, c'est quand elle dit au début, petite, je me tordais de douleur au sol et je pleurais tellement je me détestais, de haine de moi-même. Je crois qu'il y a toute cette question-là aussi derrière le trouble alimentaire. Donc pour rajouter encore un fil au système, un paramètre en plus, c'est que Laine se déteste prodigieusement. Et en fait,
retourner dans ses os, pour être un peu rude comme formulation, mais retourner dans ses os, c'est plus ou moins rendre habitable son corps et essayer de mettre un peu à distance sa haine d'elle-même. Et donc, quand on inflige à quelqu'un de prendre du poids, c'est lui rappeler très gentiment et très violemment, en fait, sa haine d'elle-même. Et donc voilà, je vois Laine se retordre de douleur quand elle a une sonde dans le nez, par terre, parce que c'est pas du tout la solution. Voilà. On arrive doucement à la fin. Est-ce qu'il y a quelques mots finaux que vous rajoutez enfin, comme on disait, il y a plein de fils qui tiennent qui sont présents dans ce film, qu'on aurait pu aborder dans le débat. Est-ce qu'il y a quelque chose, en bref, que vous voulez? C'est difficile, en bref. Je laisse la parole en premier. Non, ce que je trouve intéressant, oui, c'est ça, c'est que elle donne beaucoup de clés. Elle n'arrête pas de donner des clés tout le temps. Et pour moi, c'est ça, c'est en fait c'est ça que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il y en a toutes sortes, quoi. Que la porte, elle s'ouvre, qu'il y a plein de portes pour rentrer dans son histoire. Il y a aussi des portes qui s'ouvrent pas du tout, ce que je regrette, ou qui s'ouvrent d'une manière que je trouve hollywoodienne. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Mais elle, ce qui m'a le plus touchée, c'est vraiment et la leçon et pourquoi j'ai aimé ce film, c'est sa sincérité, vraiment. Ça, je trouve ça. Et d'arriver à être comme ça, en plus avec la question de la honte, elle est quand même elle est quand même tout le temps filmée. Et donc cette question de honte, elle n'a pas honte, ou elle a honte, enfin on n'en sait rien, mais cette question soit soulevée et qu'en même temps elle soit tout le temps là et sincère, ça c'est ce qui me plaît dans ce film. Merci beaucoup. En une phrase ou pas. Ok, ou pas. Sinon, je pense qu'on a eu un très très beau aperçu. Et comme je disais tantôt, le festival est riche en films et en débats. Et justement, ce qu'on regrettait, que le côté de la relation entre la mère et la fille n'était pas très abordé dans ce film-là, je peux recommander aux spectateurs et spectatrices qui s'y intéressent un autre film qui va passer vendredi à 14h. Qui va aussi en détail dans cette question, ou qui en montre des aspects fort différents. Il s'appelle Long Live Love. Pour ceux qui veulent aborder plutôt le côté du rapport au corps, et entre le corps et l'identité, qu'on a brièvement évoqué aussi, il y a un autre film qu'on va projeter ce soir à 19h45, Fat Front, suivi d'un débat sur la body positivity. Voilà, juste pour mentionner deux autres points du programme. Sinon, un tout grand merci, en tout cas à vous deux, d'être venus, d'avoir participé ici à ce débat. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Et merci aux Grignoux de nous accueillir ici dans leur salle. Merci aux spectateurs et spectatrices d'avoir suivi. Et merci également à la 25e heure, qui, après tout, est notre plateforme pour nous mettre en lien avec le public. Un tout grand merci, un bon festival à toutes et à tous, et à une prochaine fois.